S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de ce début de saison, c'est clairement la sensation Aston Martin. Le podium et l'excitation de Fernando Alonso, mais également le rythme de la voiture par rapport aux autres, en font la surprise de 2023. Mais alors, comment ont-ils fait pour progresser autant, aussi vite, et qui se cache derrière cette immense évolution? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble aujourd'hui. On s'abonne, et c'est parti. Certes, il n'y a eu qu'une seule course, et depuis 2014, on a déjà vu des podiums de la part d'écuries surprises inattendues, mais là, c'est bien différent. Il s'est passé un truc qu'on n'avait pas vu en 9 ans d'ère hybride, quelqu'un a rivalisé avec les top teams à la régulière, au rythme pur. Oui, si Leclerc n'avait pas abandonné, il n'y aurait pas eu de 99e boîte pour Alonso normalement, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder, c'est le rythme de l'Aston Martin qui était au niveau, voire même devant Mercedes et Ferrari. Il faudra évidemment le confirmer sur la durée, mais je maintiens qu'on a désormais un nouveau top team. C'est d'autant plus fort que ce n'est pas un coup de folie sur une première année d'une nouvelle ère, un truc à la Brawn qui avait trouvé quelque chose avant de s'essouffler. Non, là c'est une jonction des top teams et on n'avait jamais vu ça. Et non, Racing Point n'avait jamais atteint ce niveau. Ils n'ont jamais joué avec les top teams, ils jouaient avec Ferrari et McLaren, mais dans le midfield, leur pole, leur victoire et leur podium découlent uniquement de grabuge devant et non d'une lutte au rythme. Et ce n'est pas que Ferrari et Mercedes soient retombés dans le midfield, non. Certes, ils ont un petit gap de retard sur Red Bull, mais ça reste toujours 3 équipes surdimensionnées, à laquelle du coup Aston Martin vient de se joindre, et pour moi Bahreïn n'est pas le coup d'une fois. Voilà qui met une grosse claque à Alpine et McLaren qui tentent de faire cette jonction depuis 3 ou 4 ans. Aston est la preuve que c'est possible et qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de temps. Ce dont on a besoin, c'est des moyens et des hommes. C'est là-dessus que ça fait la différence. On parle depuis plusieurs mois de l'usine qui se construit en face du circuit de Silverstone. Elle est de la taille et de la modernité des meilleurs, mais elle est surtout le symbole d'un projet qui déborde d'argent et d'ambition. L'homme derrière tout ça, c'est évidemment Lawrence Stroll. C'est lui qui est à l'impulsion, car il a le portefeuille et il est aussi très doué pour obtenir ce qu'il veut. Rappelez-vous de l'époque chez Williams, pour la première saison de Lance, il montrait déjà des signes d'agacement, il demandait plus à l'écurie et il rendait fou tout le monde, c'était d'ailleurs visible dans la première saison de Drive to Survive. Force est de constater qu'il a eu raison pour Williams et qu'il a réussi à monter en gamme en rachetant Force India, qu'il a fait devenir Racing Point puis Aston Martin. Il a sauté sur une brèche pour permettre de mettre en place son plan et ses grandes ambitions. Clairement, et on a déjà eu l'occasion de le dire, pour lui, on a dépassé la simple ambition de faire courir son fils. Aujourd'hui, il est patron d'une grande marque comme Aston Martin, il a proposé une refonte totale du système, il a les yeux rivés sur la cote en bourse. Bref, il est sérieux à propos de gagner en Formule 1 et il s'en donne les moyens. On peut reprocher des choses au personnage, Lawrence Stroll, son argent parfois un petit peu opulent, son caractère, certaines de ses phrases, de ses manières, ok, mais je crois qu'on peut rien dire sur ses ambitions et sur ses actes en fait. Je rajoute aussi rapidement le contrat noué avec Aramco qui va au-delà du sponsor titre, il y a déjà qui donne beaucoup d'argent, ce qui est déjà un signe fort, mais Aramco c'est surtout le leader mondial du pétrole, qui est un partenaire direct de la Formule 1 et qui va contribuer à construire les biocarburants pour l'ère vers 2030. Qu'Aston Martin soit imbriqué avec une telle marque, ça montre aussi à quel point Lawrence est connecté dans les cercles importants de la Formule 1 et que c'est pas du n'importe quoi son idée. La signature d'un Vettel, certes en fin de contrat, mais tout de même 4 fois champion du monde, puis celle d'un Alonso, certes refroidi par les citations d'Alpine, mais qui reste quand même un personnage dur et exigeant, montre aussi la force de persuasion du patron et aussi la force de son projet. Et puis, il y a ce qui est pour moi le plus important, le recrutement des cerveaux. Quand on regarde dans l'histoire de la Formule 1, il n'y a pas tant d'ingénieurs que ça qui se sont imposés. Adrian Newey est toujours la référence depuis, je sais pas, 40 ans. Donc quelque part, pour gagner, il fallait absolument avoir les meilleurs dans ce domaine. Et c'est ça qu'Aston a compris, et peut-être pas les autres, McLaren et Alpine, et peut-être que Mercedes et Red Bull, elles l'avaient oublié. Force India Racing Point avait la réputation de toujours réussir à faire beaucoup avec peu, mais ça n'aurait pas pu suffire pour faire la jonction. Non, il fallait leur propre concept, maîtrisé de A à Z, pour ensuite être développé et bien entretenu. Sinon, tu fais une Mercedes rose. Tu as un beau package à l'initial, mais tu ne sais pas le régler et ça ne dure qu'un temps. Du coup, et c'est une chose dont on a entendu parler, mais à laquelle on n'a peut-être pas prêté assez attention, moi le premier,
eh bien Aston Martin a été faire son marché chez les top teams au niveau des ingénieurs. Ça a été possible parce qu'elle a de l'argent, mais aussi parce qu'avec le budget cap, les gros n'ont pas pu retenir tout le monde et il y a eu des nouveaux projets à aller tenter. Et quand on va voir qui a rejoint Aston Martin, je pense qu'on va mieux comprendre à quel point le projet sportif de l'écurie, il a beaucoup de sens. Évoquons déjà Dan Fallows, on entend beaucoup parler de lui en ce moment, et c'est logique puisque c'est un peu lui qu'on peut qualifier de tête pensante de niveau aérodynamique, puisqu'il est tout simplement le directeur technique d'Aston Martin. C'est l'égal de Mike Elliott pour Mercedes ou de Pierre Vacher pour Red Bull. À 49 ans, il jouit d'une bonne expérience puisqu'il a démarré en Formule 1 en 2002 chez Jaguar en tant qu'aérodynamicien. Après un passage à un moment donné chez Dallara, il a rejoint Red Bull en 2006 où il est devenu chef du département aéro. Il a donc vécu toute la montée en gamme de l'écurie et il en est passé directeur de l'aéro en 2014. On peut le voir sur de multiples podiums et sa valeur est clairement reconnue par Horner, Newey & Co. Et le 25 juin 2021, il a annoncé quitter Red Bull pour Aston Martin. Il n'a pu prendre ses fonctions qu'en avril 2022, après avoir respecté la période dite de jardinage, où les ingénieurs ne peuvent pas travailler de peur de donner toutes les infos, mais comme Helmut Marko l'a dit ce week-end, il a gardé une bonne mémoire. Et ouais, forcément a posteriori, on se dit mais pourquoi Red Bull l'a laissé partir ? Franchement, qu'un mec de cette qualité ait accepté de rejoindre Aston Martin, je pense que ça en dit long sur les capacités de cette équipe. D'ailleurs, la MR23 est sa première réalisation et il n'était pas de la MR22, ni même de sa version B apportée à Barcelone. En revanche, il l'a très bien développé, l'amenant de la 9e place du constructeur à des batailles avec McLaren et Alpine. Et il s'en est servi de cobaye pour tester plein de choses pour la nouvelle voiture qu'il a apportée cette saison. Et d'ailleurs, ne tombez pas dans le panneau, et j'avoue que ça m'agace un petit peu ces commentaires récemment. Non, la MR23 n'est pas une copie de la Red Bull, ni de cette année, ni de l'an dernier. Déjà parce que faire une copie parfaite en Formule 1, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. À la limite qu'une copie de l'extérieur, oui, mais de tout comment fonctionne et de l'intérieur, non. Donc c'est une hérésie pour moi de parler de copie en F1. Et surtout avec une voiture qui ne reprend aucune des pièces de la Red Bull, à la limite, la Mercedes Rose, elle avait les suspensions, les breaks de frein, etc. Ok, pourquoi pas, mais là, ça colle pas du tout. Et puis, simplement, surtout parce que la Stone de 2023, elle est différente de la Red Bull de 2023 et 2022. Elle reprend l'idée du concept de ponton, comme d'autres, mais elle est bien différente et elle a des inspirations peut-être, mais non, ça n'a rien à voir, très différente. En tout cas, la performance est là, Fallows vient de prouver qu'il fait partie du gratin, et c'est l'homme le plus en vue du paddock à l'heure actuelle. Et puis Fallows, il n'est pas arrivé seul, puisque 7 ex-collègues à lui de chez Red Bull l'ont rejoint. Ouais, 7, c'est absolument énorme, on savait qu'il y avait une fuite des cerveaux à cause du budget cap, mais là on prend vraiment peut-être la mesure de tout ce qui s'est passé. C'est énorme, et on a sous-estimé ce point pour l'avenir des écuries. On a par exemple Andrew Alessi qui a quitté le Toro en juillet 2021 pour devenir chez Aston chef des opérations techniques. On peut schématiser en disant que c'est l'un des bras droits de Fallows. Mais là où c'est fort, c'est qu'Aston a aussi pioché du côté de Mercedes, puisqu'on a le français Éric Blandin, qui est tout simplement le chef aérodynamicien des Flèches d'Argent, et qui a aussi par le passé travaillé chez Ferrari, qui a rejoint le navire. Et lui aussi, il a bossé d'ailleurs chez Red Bull de 2005 à 2009. On a donc un type qui a connu les 3 top teams sur les 15-20 dernières années. On peut parler d'une énorme prise. Et ce qui est fou, c'est que tous ces mecs-là, les plus talentueux, la crème de la crème qui est partie des top teams, elle n'est allée que chez Aston Martin. Est-ce qu'il y avait qu'eux qui avaient saisi que c'était ça la clé, ou est-ce que c'était le seul projet qui était intéressant? Sûrement une combinaison des deux. Et puis je rajoute que notre ami Éric Blandin, il n'a pu commencer à travailler chez Aston qu'en octobre dernier. C'est-à-dire que l'AMR23, il y a à peine touché, et on comprend que tous ces mecs viennent tout juste de débarquer. Fallows, Alessi, Blandin, les autres, la MR23, c'est leur brouillon quasiment. C'est flippant, les mecs sont déjà dans le game. Allez, on peut rajouter aussi Luca Furbato, un ancien de McLaren, Toro Rosso ou Alpha, où il était l'ingénieur en chef avant son départ pour Aston. Une sacrée team technique encadrée par un ponte, le team principal, Mike Krack. Le luxembourgeois a beaucoup d'expérience, ancien de BMW, de Sauber, où il était data ingénieur, puis ingénieur de course de Felipe Massa, avant d'être promu ingénieur en chef. Il a aussi un CV énorme du côté de l'endurance, d'abord en DTM chez BMW, puis en WEC chez Porsche et à nouveau BM. Couronné de succès, il est ensuite passé plutôt du côté des bureaux et il a rejoint Aston au début de la saison 2022, donc la MR22, c'était pas sa voiture non plus. C'est là qu'on comprend vraiment qu'il y a eu un changement technique
qui a tout changé chez Aston et que ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'il y avait il y a un an à la même époque. Enfin, on peut citer également celui qu'on pourrait appeler le bras droit côté piste de Lawrence Stroll, Martin Whitmarsh, lui qui a travaillé 25 ans chez McLaren jusqu'à en être le team principal. Il est aujourd'hui chargé, je crois, du développement de la marque et d'activités de ce type, donc il n'est pas directement relié à la performance, mais quand tu peux te payer le luxe d'avoir un Martin Whitmarsh dans les bureaux, ouais, ça aide, et je trouve encore une fois que ça en dit long. Et voilà donc les hommes forts d'Aston Martin. Si on veut comprendre pourquoi ils réussissent, je pense qu'il faut regarder de ce côté-là. Fallows, Alessi, Blandin, Furbato, Crack et tous les autres, parce qu'il faut aussi dire que le personnel a quasiment doublé en l'espace de 3-4 ans. Voilà, je dirais que oui, certes, Alonso est fabuleux, etc. Oui, la voiture est bien née, mais il faut comprendre pourquoi, comment. Et eux, ils avaient tout compris. Les cerveaux, ils ont totalement exploité la fuite. Splendide. Le succès d'Aston Martin n'est donc absolument pas le fruit du hasard, puisqu'il dépend d'éléments bien trop sérieux pour être seulement anecdotiques. Oui, le temps sera le seul moyen de dire si durablement ils ont rejoint l'espace des top teams, mais Bahreïn n'était pas le coup d'un soir, puisque la performance est extraite d'une base saine, et surtout, on l'a répété, des cerveaux des meilleurs ingénieurs de Formule 1. L'argent, c'est une condition nécessaire pour réussir en Formule 1. Sans lui, tu ne peux pas. Mais là où tout joue, c'est la manière dont tu l'utilises, et je trouve sincèrement que depuis qu'il a repris l'écurie, Lawrence Stroll l'utilise exactement comme il faut pour grossir et grandir. Aujourd'hui, Aston est extrêmement bien armé dans tous les domaines, pilote, bureau, garage, ingénieur, usine, matériel, ils sont à la pointe comme les top teams. Peut-être même que sur certains points, ils sont mieux lotis que Ferrari ou que Mercedes, qui a perdu beaucoup de monde ces derniers temps. Loin de moi l'idée de trop m'emballer et de dire que c'est là la prochaine place forte de la Formule 1, mais ils réunissent vraiment tous les critères. On a déjà vu des gros projets s'effondrer, celui-là me semble vraiment réunir plus de bases que les autres. La suite, ça va évidemment être de gérer cette euphorie, de se régulariser, d'être bon sur tous les circuits, d'apprendre tous les process qui demandent encore d'être appris pour gérer une saison entière en tant que top team. Évidemment, il y a aussi Fernando Alonso, il apporte, je pense, autant d'envie, de positif que de pression aussi, et à un moment donné, si ça peut coincer, c'est là qu'il faudra gérer les choses. Rappelons également que pour l'instant, il faut réussir le développement, mais que l'an dernier, ils ont été très très bons, et que cette année, ils ont largement plus de temps de soufflerie et de CFD que leurs rivaux. Bref, je ne pense pas m'emballer suite à la première course en disant que Aston Martin a tous les ingrédients. Et voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui en détaillant un petit peu plus l'organisation, l'organigramme et les personnalités au sein d'Aston Martin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Je vous attends également en commentaire pour qu'on discute de tout ça. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui pleure toujours le départ de James Allison il y a quelques années. Ça aurait pu changer beaucoup de choses. À bientôt.